Ouais, salam alaikum. Comme salam, wa rahmatullah. Ouais, Il fait ouais, froid là-bas? ouais. Ouais, pire! Moi, je suis enrhumé là. Tu connais, La hein, je hawla. sais pas. Ici, t'as vu au Maroc, Ouais. frère, c'est comme l'Égypte. Quand c'est l'hiver, chez toi là, il fait plus froid que dehors. Ah, c'est Voilà. dur. Ouais, et je te disais. Donc, ouais, la question c'était, est-ce que les. En gros, elle t'a dit quoi, la sœur? Elle a dit, est-ce que. Quel rôle Quel rôle a joué le musulman noir dans l'expansion de l'islam en Afrique, voire dans le monde? Non. Oui, donc ouais, je disais que le musulman noir, il a participé au fondement même de cette religion, c'est-à-dire qu'il n'a pas été juste un participant. Faut savoir que l'histoire du musulman noir dans l'islam, contrairement à l'histoire de beaucoup d'autres musulmans, l'histoire du musulman noir, il a commencé dès la naissance même de la religion. D'accord? Alors que beaucoup d'autres peuples, leur histoire dans l'islam a commencé que des décennies, voire des siècles après l'hégire, quoi, après l'avènement de l'islam. Donc, l'expansion de l'islam s'est fait justement par ces gens-là, c'est-à-dire par ces piliers comment dire, dans cette fondation-là. C'est eux qui ont le plus de mérites, en gros, et que tous ceux qui se sont reconvertis par la suite, ils ont leur, comment dire, ils vont prendre leur hasanat, c'est-à-dire ces premiers musulmans, ils auront leur hasanat. Et donc, oui, comment dire, a, l'homme noir a été dans les fondations et il a beaucoup participé, que ce soit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comme à l'époque des tabi'in et jusqu'à aujourd'hui, le musulman noir Tu n'arrête pas de. disais, tu disais parmi les sept qu'ils ont montré leur islam. Un, oui, je disais parmi les sept qu'ils ont affirmé, comment dire, qu'ils ont montré leur islam à Mecca. Bien sûr, il y avait Abu Bakr, etc. Mais parmi les sept qui ont euh, dévoilé leur islam, il y avait sept personnes, dont trois noirs. D'accord? Parmi ces sept personnes-là, il y avait trois noirs, c'est-à-dire que presque la moitié, c'était des noirs. Donc, c'est pour dire que le poids des noirs, l'importance des noirs dans les fondements même de cette religion. Barakallahu fik, akhi. Barakallahu fik. Et euh, il y avait une autre question, c'était quoi? Moi, avant qu'on finisse, je voulais parler un passage important du livre. C'est l'esclavage. Aujourd'hui, quand les gens ils parlent, pour certains, l'islam elle s'est répandu en Afrique à cause de l'esclavage, euh, au point où les gens, quand ils parlent de ça, ils disent l'esclavage arabo-musulman et ils disent que c'était pire que la traite négrière transatlantique.
Euh, lorsque les gens ils disent de tels propos, nous en tant que musulmans noirs, comment on peut leur répondre? Est-ce que les musulmans noirs ils ont toujours été esclaves? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont été des bourreaux? Comment on peut répondre aux gens qui tiennent ce genre de propos? On avait déjà fait un live sur Mhm, ce sujet-là, mhm, sur l'esclavage, où on avait bien parlé, bien défini, bien détaillé un peu qu'est-ce que c'était l'esclavage. Donc, on invite les gens justement à revoir ton live. Et mhm, deuxièmement, faut savoir que aujourd'hui, la définition de l'esclavage elle n'est pas la même que celle de hier. Euh, mhm, et dans l'esclavage, il y a plusieurs esclavages, il y a plusieurs grades. Il y a plusieurs grades. C'est-à-dire que l'esclavage, si on le définit rapidement, ça va être le fait de travailler pour quelqu'un, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un, ou bien la servitude. Euh, faut savoir une chose, c'est que il y a plusieurs sortes d'esclaves. Par exemple, une personne qui a perdu la guerre et qui est captif, un captif, voilà, un captif de guerre, il devient esclave. Bien sûr, si tu prends un captif de guerre et que tu l'aimes pas, tu vas le prendre en tant qu'esclave et certainement lui faire du mal, tu vas pas le respecter. Tu vas peut-être le fouetter s'il le faut, s'il veut pas travailler. Lui aussi, il n'aura même pas envie de travailler parce que ce serait un captif. Et donc lui, comme il c'est un captif et comme c'est un ennemi, bah il va toujours montrer son animosité et peut-être même te faire des sales coups. Donc ce sera pas un esclave de maison quoi. Tu vas le laisser dans le jardin bien attaché, etc. Donc ça c'est souvent les esclaves qu'on considère comme des esclaves qui vont se faire fouetter les esclaves, etc. Maintenant, mhm. il y a plusieurs sortes d'esclaves, comme j'ai dit. Il y a des esclaves travail, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu as besoin dans ton pays par exemple, de développer ton pays, ou bien tu as besoin, par exemple, d'une femme de ménage. Donc, si tu la mets à côté de toi, tu vas la respecter. Par exemple, une personne qui fait le ménage chez toi, ou bien qui te prépare à manger, etc. T'as pas intérêt à ne pas la considérer parce qu'elle va te mettre un poison dans ton assiette, etc. Donc, il y a plusieurs sortes d'esclaves, comme comment dire, Malcolm X il avait très bien dit. Il y a l'esclave de maison et l'esclave de dehors. Ils ne sont pas pareils. Et, et donc, il y a des choses à remettre à leur place. Et ça demande tout un, comment dire, une, euh, un enseignement culturel autour de la question. C'est la personne qui veut bien connaître ce sujet, il faut qu'elle remonte un peu au livre. Et j'ai parlé beaucoup de l'esclavage, un peu pour remettre les poids sur les i, les barres sur les t dans mon chapitre esclavage. Et Inch'Allah que les gens ils sauront un peu clairement. Donc je vais pas je vais pas rentrer trop dans le sujet comme on m'a demandé de ne pas spoiler le livre. Ok, voilà quelle Afrique, voilà quelle Afrique. Maintenant pour les dernières questions, euh, est-ce que le mot noir avait-il le même sens autrefois qu'aujourd'hui? Non, non, le mot noir il n'avait pas le même sens hier et aujourd'hui. Après, ça va dépendre des peuples, bien sûr. Hmm, C'est-à-dire hmm. que là, comment dire, si on prend à partir des Romains, c'est-à-dire les Blancs, pour eux, les Noirs étaient une puissance que, comment dire, ils aimaient pas les Noirs. On va dire clairement, D'accord. les Romains, les Blancs, ils aimaient pas les Noirs parce que ils étaient très, comment dire, ils étaient en guerre beaucoup avec justement avec ces Noirs-là. Ils ont eu la paix avec les Noirs que quand les Noirs ils sont rentrés dans le christianisme. C'est-à-dire, je parle D'accord. du troisième siècle ou même du quatrième siècle après Jésus, après Jésus-Christ. D'accord. Euh, pour commencer à avoir, tu vois, des bonnes relations. Avant cela, les Romains et comment dire, les couches, les Noirs, ils se faisaient beaucoup de guerres. Dans tout ça, les Arabes, ils étaient neutres.
Parce que les Arabes, c'est pas une couleur de peau. Là. Les Arabes, c'est une langue. Dans cette langue-là, les gens qui parlent cette langue-là, il y a ceux du sud et ceux du nord. Les Arabes du nord qui sont plus mélangés avec les Romains, etc., et qui sont plus de peau blanche, et ceux du sud, comme le Yémen, Oman, tout ça, et le sud de l'Arabie, ils sont plus noirs, comme justement les peuples d'Afrique. Donc, ils sont plus mélangés avec ces peuples, ces peuples noirs-là. Donc, ils n'avaient pas cette pensée-là, justement, de dénigrer le noir ou bien le blanc, surtout que eux, comme comment dire, Omar ibn al-Khattab il a dit, inna kunna azal al-qawm inna kunna azal al-qawm. Nous étions le plus méprisable des peuples. Nous étions le plus méprisable des peuples. Il y avait un peuple parmi les plus méprisés, parmi les plus vils, c'était les Arabes, comme le dit Omar ibn al-Khattab, parce que ces gens-là, ils étaient comme des Bédouins. Tu vois, les gens les regardaient comme des Bédouins, ils ne les considéraient pas du tout. Et personne voulait, rentrer ou bien coloniser, ni même coloniser les Arabes, ni même leur faire la guerre, ni même rien du tout. Les gens les laissaient vivre dans leur bédouinage. Et ils vivaient, ils étaient très contents, les Arabes, entre eux. Ils n'avaient même pas de livre. Ils n'avaient pas de livre constitutionnel. Ils vivaient juste avec, avec les paroles, etc. Comme Allah, il a dit, il a envoyé un messager un peu à ce peuple illettré là, parce que ce peuple là, c'est un peuple illettré, contrairement aux autres peuples justement qui connaissaient les lectures, les livres, etc. Donc le noir pour les Arabes, si je dois parler pour les Arabes, les Arabes à la base ils n'étaient pas racistes. Enfin racistes dans le sens ils dénigraient pas les noirs, tu vois. Bon après aujourd'hui, bon il y en a qui dénigrent, il y en a qui dénigrent pas, ça change. Mais c'est surtout quoi? C'est surtout la mentalité nordique qui a lorsqu'elle s'est mélangée avec les Arabes, qui ont fait que ces Arabes qui se sont mélangés avec les gens du Nord, ils ont commencé à dénigrer, à prendre ce mépris, juste connaître ce mépris de l'homme noir. Mais sinon, à la base, il n'y avait pas cette mentalité-là. Barakallahu fik, akhi. Et, Taïb. Et pour l'avant-dernière question avant la dernière, ou bien non, même la dernière, je crois on a vu toutes les questions. Et ouais, ben écoute, la dernière question, Inch'Allah. Non, il y a une dernière question. Et j'avais une question. Le peuple soudanais, il se définit comment le peuple soudanais? Parce que ils sont noirs et ils parlent arabe. Alors, le Soudan, c'est un grand pays. Le Soudan, avant sa séparation, il y a quelques années, là, c'était le plus grand pays d'Afrique. Ok. C'est un très grand pays. Et le Soudan, au fait, bon, pour parler un peu du livre, ce livre-là, 1504, c'est une date. C'est la date de la chute du christianisme dans le Soudan. Et, et la date du premier État musulman arabe dans le Soudan. Donc, donc 1504, c'est en référence à cette date. C'est aussi en référence au fait que moi je suis au Soudan ici. Et c'est en fait que c'est pour rappeler que à partir du moment où les musulmans ils ont ouvert une terre, la hijra est permise. C'est pour ça que le hijra Soudan, je l'ai attaché au nombre 1504. Donc c'est par rapport à ça que j'ai attaché cette date-là. Donc, la définition, comment le peuple soudanais se définit. Le Soudan, c'est un très grand pays et il y a beaucoup de peuples, d'accord? Il y a beaucoup de peuples et tous ces peuples-là, la plupart, ce sont pas des Arabes, d'accord? D'accord. Par exemple, les Nubiens, ils ont plusieurs langues nubiennes. Ils parlent pas arabe. Tu vas dans le nord de Khartoum, là-bas, c'est la Nubie. Ils parlent pas l'arabe. Ils parlent Ah, nubien. dans le nord de Khartoum. Non, ils parlent pas l'arabe. Eux, c'est la langue nubienne. Attends, D'accord? c'est dans Khartoum ou c'est en dehors de Non, Khartoum?
Au nord de Khartoum, en dehors de Khartoum, dans le D'accord. nord. C'est-à-dire, au nord de Mais Khartoum, ils savent parler l'arabe ou l'arabe, c'est leur deuxième langue? ah, je vais t'expliquer. Donc, toute D'accord. la région, donc tout ce qui est nord, dans le Soudan, tout ce qui est nord, au nord de Khartoum, Khartoum, on va dire, c'est un peu au milieu, d'accord, au milieu du Soudan. Et tout ce qui est D'accord. au nord de Khartoum, dans le Soudan, eux, c'est des Nubiens. Et ces Nubiens-là, ils parlent pas leur langue. Enfin, si, ils parlent arabe parce qu'ils se sont mélangés avec des gens, mais leur langue première, quoi, c'est la langue nubienne. Ce sont les langues nubiennes, d'accord? D'accord. C'est Euh, dans tout- la, c'est dans le prolongement avec l'Égypte, en fait. Ils sont, en fait, c'est le même peuple qui a été séparé, mais c'est dans le prolongement avec l'Égypte. comment ça? C'est les mêmes peuples qui ont été séparés? Ah, tu parles des Séparé par la Nubiens? frontière. Ouais, exactement, exactement, exactement. Les Nubiens d'Égypte, parce que j'ai vécu 3 ans là-bas en Égypte Ah, je avec crois les que c'est Nubiens lui qui là-bas. bug, là. Et c'est les mêmes peuples, Nam. Et sinon, donc eux, il y a les Nam. Entendu parce que j'ai été coupé. Donc, en fait, je te demandais, en fait, au nord du Soudan, il y a du Nubien. Il y a des Nubiens. Au sud de l'Égypte aussi, c'est des Nubiens. Oui, C'est-à-dire- Donc, eux là, c'est un même peuple qui ont été séparés par une frontière. voilà, c'est le même peuple qui ont été séparés par une frontière, Nam. Exactement. Donc, D'accord. c'est parce que tu connais le traçage des États. Ils ont tracé au milieu des, au milieu des peuples et puis ils ont séparé le père de son enfant avec leur tracé, quoi. Donc voilà. Mais Subhanallah. sinon, c'est la même langue, c'est les mêmes peuples, etc. D'accord. C'est comme également au Yémen. Au Yémen, quand j'étais au Yémen, t'es le sud du Yémen, c'est pas, t'es déjà t'es au Yémen. Euh, Oui, oui. est-ce que t'as fait Hadramout? Je fais Aden, bas. Je suis pas là À Hadramaut. Aden. Bon, à Aden, bon, t'as vu à Aden, il y en a qui sont noirs là-bas. Oui, oui. Moi, à un moment, j'ai fait un voyage. Je suis parti de Aden. Je suis arrivé à Mukalla. À Mukalla, ils sont foncés, ils sont plus noirs que à Aden. Et j'ai fait un autre voyage de Mukalla. Je suis parti jusqu'au Sultanat d'Oman. Et donc là-bas, tu as une région. C'était même la région des Ad. Subhanallah, parce que je me rappelle un jour, j'ai récité le Coran, Salat al-Fajr. Je récite Salat al-Fajr. Et il y a une minute, il me dit, hier, on est passé à l'endroit où tu as récité, la Salat que tu récitais, etc. Ou à Samoud, etc. Je crois que c'était Samoud ou les Ad. Et voilà. Bref, ça c'était une petite anecdote. Et euh, là-bas, il y a un endroit qui s'appelle Mahara. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Mahara. Non, non. Et le Mahara, c'est les Yéménites, mais ils parlent pas arabe. Ouais, Ils ouais. parlent une langue, ils ont une langue spéciale. C'est El Mahari, je crois, El Mahraoui. En gros, c'est des Yéménites, mais ils ne parlent pas arabe. D'accord. Donc, en fait, ils parlent arabe, c'est leur deuxième langue, mais leur première langue, c'est pas la langue arabe. Ils appellent ça le Non. Mahraoui, j'ai oublié le nom, mais c'est, la région, c'est le Mahara, tu vois. En gros, pour dire que bah, même dans des terres arabes, il y en a qui sont, je sais pas, peut-être que c'est pas des arabes, en gros. Voilà. Non. Donc, alors, je sais plus c'était quoi la question, ce là. Ouais, J'ai oublié c'était quoi la je question. t'expliquais que le Soudan, il y a beaucoup de langues. Savoir qu'ils ont plus de 200 langues, plus de 200 dialectes au Soudan. Et tout ce qui Subhanallah. est les régions Darfour, Cordovan, c'est-à-dire les régions qui sont à l'ouest de Khartoum à peu près, eux, Mhm. ils parlent des dialectes. Chaque tribu, elle parle ses dialectes. Comme D'accord. les régions qui sont à l'est de Khartoum, c'est les Béjaïa. Les Béjaïa, ils parlent aussi leur dialecte à eux. Et les régions qui sont D'accord. au sud de Khartoum, tu vois, c'est le South Sudan, tout ça, ils parlent aussi, ils ont aussi leur dialecte à eux. Donc, mais D'accord. tous ces peuples-là, il y a beaucoup de peuples et tous ces peuples-là, ils se réunissent dans la langue arabe. C'est dans la langue arabe justement qu'ils D'accord. se comprennent, quoi. D'accord. Mais eux, ils se considèrent comme des Arabes, en gros.
Non, non, non. Les Arabes, non, non, ils se considèrent pas comme des Arabes. Ils parlent arabe, mais ce sont pas. Bon, ils se considèrent arabes dans le sens où ils parlent arabe, mais ce sont pas des Arabes. Non. Par exemple, tu dis à un Nubien, euh, t'es arabe, il va se prendre dans le sens qu'il parle arabe. Il va te dire oui, mais dans le sens que c'est un Arabe, il descend des. Non, il va te dire, non, il va te dire non, pas du tout. Il y a la fierté nubienne, tu vois. Il y a la D'accord. fierté il y a la fierté du Darfour. Il y a la fierté de chaque tribu a sa fierté. Donc, non, ils sont pas des Arabes. Et, non, donc voilà. Mashallah, 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 barakallahu fik. Et là, il y a eu une question, je sais pas. Pourquoi les gens du Nord n'aiment pas les Noirs? Est-ce que c'est à cause de leur force politique? Pourquoi Je les sais gens pas du qu'est-ce qu'ils Nord? entendent. Ouais, n'aiment pas les Noirs. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par les gens du Nord. Je sais pas la question pourquoi les gens du Nord n'aiment pas les Noirs. Quand je vais mettre la question, je vais la mettre à l'écran. Euh, voilà la question. Pourquoi les gens du Nord n'aiment pas les Noirs à cause de leur force politique? J'arrive pas vraiment à comprendre le sens de la question. Marly Zapata, si tu peux bien nous expliquer ta question. Parce que même moi, j'arrive pas vraiment à comprendre le sens. Je sais pas, est-ce que toi, t'as compris le sens? Bah, de toute façon, si tu n'aimes pas comment dire, un peuple, c'est à cause de il y a des sabbats, il y a des causes qui peuvent être très ancestrales, quoi. Donc, il faut remonter dans l'histoire. Faut remonter. Pourquoi Chanteloup n'aime pas Mantes-la-Jolie? Faut remonter dans l'histoire. C'est pas d'actualité. Aïe, Euh, faut remonter dans l'histoire pour voir c'est quoi les problèmes, comment dire, depuis les ancêtres, quoi. Mais comment dire, bon, donc j'ai souligné certains points dans mon livre. Et par exemple, tu peux rajouter même dans, comment dire, comme le frère El Hanifi l'avait cité, il y a même un passage de la Bible justement qui crache sur justement un des pères des Noirs, quoi, de Canaan, c'est-à-dire un des pères des Noirs justement qui disent que Canaan sera l'esclave des enfants de Sem. Donc après, d'accord. il y a beaucoup de raisons, tu vois. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les Romains et les Noirs, ils se sont fait beaucoup de guerres et il y a eu beaucoup de rivalités entre eux. Quand tu prends une grosse défaite, par exemple, pourquoi comment dire, les Romains, ils aiment pas les Turcs? Parce qu'ils se sont fait taper très dur, tu vois, par les Turcs. Hmm. Les Romains, ils n'aiment pas les Maghrébins parce qu'ils se sont fait, il y a eu de grosses guerres, tu vois, entre eux. Pourquoi? Donc, ça, faut remonter dans l'histoire, mais faut pas s'arrêter là, pourquoi ci, pourquoi ça, et puis, non. Faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort et qu'on, nous-mêmes, on connaisse notre histoire et qu'on part de l'avant, Inch'Allah, on va partir dans notre conquête, Inch'Allah. Mashallah, barakallahu fik. Euh, et Inch'Allah a demandé, oui, est-ce qu'on peut parler de l'insulte de Abu Dhar sur Bilal? Est-ce que déjà c'est avéré que c'est Abu Dhar qui a insulté Bilal, qui lui a dit, Ya Ibn Sauda, ô toi le fils de la noire? J'ai déjà lu ça, mais si c'est avéré, je connais pas l'authenticité de, comment dire, si c'est authentique ou quoi, j'ai pas vérifié. Mais par exemple, Abu Zar, bon, je sais qu'il avait un esclave noir. Je sais qu'il côtoyait beaucoup le Rasul alayhi salatu wassalam. Je sais que Salam, Rasul salam. il avait dit que attention, Abu Zar, tu fais des actes de jahiliya, tu vois, de peu de fois. Donc, mais après, est-ce qu'il lui a dit ça et que c'est authentique? Allahu alam, Allahu Là, alam. je crois il y a Abdallah qui va venir monter pour répondre. Abdallah il va venir répondre par rapport à ça, je crois. Ouais, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي كيف الحال؟ Vous avez des frères. Je vais bien et toi?
Abou Selaman, salam alaikum, comment vas-tu? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Habib, كيف? Alhamdulillah, bikhair. Comme on dit, Oumela chez nous, chez les Bantous au Congo, là. Oumela, Oumela, ça veut dire que ton livre dure et que ça prospère. Amin, amin, Que ce soit Amin. profitable pour tout le monde. Amin. amin, Amin. Que ce soit profitable pour tout le monde. amin. Par rapport à quoi le hadith par rapport avec Abu Dhar? Uh-huh. En fait, le hadith par rapport à Abu Dhar, il signale pas le racisme de noir. Il dit en fait, c'est fils d'esclave. Après, les gens, généralement, ils l'ont traduit par noir, Uh-huh. mais c'est pas vraiment noir, hein. Il n'y a D'accord. pas dans la source, on stipule pas noir. Tu vas le voir dans les traductions, mais on stipule pas noir. Mhm. Et après, il y a d'autres sources, même si c'est à prendre à des pincettes, où certains ulama, ils te disent qu'Abu Dhar, il serait noir aussi, hein. D'accord. Ça aussi, ça peut faire jaser. Mais voilà, on va pas dire que c'est unanime, donc on va prendre ça avec des pincettes. Mais c'est D'accord. pas sur ce plan-là qu'on va mettre la, le procédé noir. Après, maintenant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était vraiment mis en discorde, c'était la discrimination. C'était pas vraiment la couleur de peau, hein. Mhm. Ça, c'est un truc à vraiment souligner. C'était la discrimination selon la classe sociale, le rang social que tu avais. Ah, C'était pas par barakallahu fik. rapport à la couleur de peau. Ça, il faut faire très attention à ça. Parce qu'il y Barakallahu avait fik. il y avait des gens qui étaient très haut placés, qui étaient noirs de peau. Naam. Des Arabes qui étaient noirs de peau. Et c'est vraiment par rapport à la lignée. Par exemple, quand on prend Julaybib, il était dénigré pas parce qu'il était noir, il était dénigré parce qu'il connaissait pas sa tribu et il avait pas sa lignée. Et chez les Arabes, ça faisait partie d'un titre de noblesse. Ça, c'est une chose à distinguer que peut-être souvent on fait l'amalgame dessus. Barakallahu fik, akhi. Très intéressant. Très intéressant. Après, le fait que, et comme a dit le frère Abou Suleiman, être noir, c'était pas mal vu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. Le fait que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, celle qui le gardait, c'était une noire. T'es sûr que c'était pas mal vu être noir? En fait, c'était ton rang social. C'est pas forcément d'être noir qui était mal vu. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez les Arabes, tu vas voir que beaucoup, ils voulaient avoir une nourrice noire parce que dans leur fausse croyance, ils pensaient que l'enfant, après, il allait avoir de la force. Qu'il se fasse, par exemple, allaiter par une femme noire, ils pensaient Mhm. qu'il allait avoir de la force dû au fait qu'à cette époque-là, les Noirs, ils étaient considérés comme des gens puissants D'accord. vu le passé de l'Abyssinie, par exemple. D'accord. D'accord. Parce que dans le livre Suleiman, tu mentionnes euh, il y avait une certaine rivalité entre les gens de l'Abyssinie et la Mecque à cause du fait que il y a un Arabe, je crois, qui est allé en Abyssinie et qui a laissé des matières fécales dans la grande. Il avait construit, je crois, que c'était une grande église, non? Naam. Oui. Tu peux un peu nous expliquer un peu vite fait ce passage-là? Parce qu'en fait, de ce passage-là, en fait, ça a découlé que certains Noirs, ils ont subi de l'esclavage à la Mecque et à cause de la guerre et tout ça qui s'en est suivi. Et en fait, c'est ça qui fait que, en fait, bon, ça montre que les Noirs, ils avaient des grands royaumes aussi, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, et c'est de ça qu'il a découlé qu'il y a eu certains esclaves noirs qui se sont retrouvés à la Mecque, etc. Tu peux vite fait expliquer un peu le contexte pour que les gens puissent bien comprendre. Naam. Bon, je vais expliquer ce passage-là en parallèle avec le livre pour ne pas le Mhm. spolier. Mhm. Donc, au fait, ce passage-là, c'est le passage, comment dire, au début de la bataille, comment dire, de l'année de l'éléphant, où justement, il y a un problème en fait, les Noirs, ils avaient pris le Yémen et ils avaient. Parce qu'il faut mettre les choses à leur place. Le Yémen, euh, au Yémen jusqu'à aujourd'hui, il y a comme tu viens de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de Noirs, tu vois. Au Yémen, Mhm. il y a beaucoup de Noirs
de tribus noires. Et donc là-bas, ils n'ont pas la mentalité à dénigrer le noir. Ils n'ont pas cette Mhm. mentalité-là, justement. Le noir les Noirs ont beaucoup partagé avec le Yémen, comme les Yéménites ont beaucoup partagé avec, les Noirs. Ouais, Mais ce mais qui s'est bon, passé là, ça a changé quand même un peu aussi, hein. bien sûr, ça a changé après, surtout dans certains endroits, tu vois. Mais pourquoi ça a Ah, ah. changé? C'est ça la question. Pourquoi ça a changé? C'est parce que le Yémen a été par la suite conquis par les Perses, tu vois, par des Blancs, tu vois. Et D'accord. quand il J'arrive, a hein, été j'arrive. conquis, non, Parle, j'arrive. J'entends, j'ai mes écouteurs. non, Super. non, d'accord. Donc, quand il a été conquis par les Perses ont ramené une mentalité, tu vois. Par la suite, tu vois, à partir du moment où il a été conquis, affecté par les Perses, après, les Noirs ne sont plus jamais revenus au Yémen. Mais les Perses, les Blancs Perses, ils ont laissé une mentalité qui a fait que, bon, justement, tout ça, comment dire, ils ont dénigré les Noirs. Parce que les Noirs, comme ils avaient déjà pris le Yémen et qu'ils s'entendaient bien avec les Yémen pour diaboliser ces Noirs-là, pour que le peuple du Yémen ne considère plus ces Noirs-là, et que ces Noirs-là soient bienvenus pour justement avoir le pouvoir, pour que les Perses aient le pouvoir justement dans cette région-là. Et, D'accord. Barakallah. Après, après, pour compléter ce que dit le frère, en fait, même ce que, tu sais, par rapport à ce que tu as dit par rapport à l'esclavage de certains, ben, de toute façon, à la base, quand tu regardes l'histoire, ben, l'Abyssinie, elle a aussi pris en esclave des Arabes. Là, c'est au fait, c'est juste un peuple contre un autre peuple et il y Ouais, a eu des ouais. conquêtes. C'est Tu important de vois, le voilà, dire, c'est ça. comme sur Atelfil. Sur Atelfil, les Éthiopiens, ils ont failli conquérir la Mecque, tu vois. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Et l'animosité, elle peut se faire juste par des sobriquets que deux peuples rivales se font. Mais c'était pas dans un sens que on va, si tu veux, on va dénigrer la personne pour son aspect physique, tu Mhm. vois. Par Mhm. exemple, il y avait, de mémoire, il y a un livre que l'imam Souti, il avait fait. L'imam Souti, il avait fait un livre, je crois, ça s'appelle Rafsha al-Hubshan. J'ai oublié le nom du Ouais, livre. ouais, ouais. Mais en fait, le livre, il parle de hausser le prestige des Noirs. Et Ouais. dans ce sens-là, il va te ramener comme quoi qu'il y avait même des poèmes où on te disait les différentes couleurs que les Arabes ils avaient. Et il y avait des Arabes qui étaient noirs, marrons. Il va te ramener toutes les couleurs que tu pouvais trouver chez les Arabes. Et comme quoi, c'est par rapport à leur titre de noblesse. Tu vois. C'est pour ça que même quand on parle de l'esclavage, qu'on te dit, bon, j'aime pas dire ce mot, mais arabo-musulman, quand on te parle de ce truc-là, là-bas, c'est pas ethnique. C'est-à-dire, dans cet esclavage-là, c'est juste un peuple qui conquérait un autre peuple, ça a toujours existé. Et parmi ces Arabes, il y avait des Arabes qui étaient noirs. C'était pas ethnique, contrairement à l'arabe, à l'esclavage occidental, qui était purement ethnique. La cause de cet esclavage, c'était ethnique. C'est deux choses totalement différentes. Et le truc, c'est qu'il y a toujours eu de l'esclavage. Parce que Mhm. de temps en temps, on aime trop dire, ouais, esclave, on le met avec le noir, alors que esclave, ça vient du latin médiéval, c'est Slavus, c'est les Slaves qui étaient 10 siècles esclaves. Les Slaves, ils ont été pendant 10 siècles esclaves. Nous, c'est 4 siècles. Mais pourtant, on n'entend jamais dire les Slaves, ouais, c'est des esclaves. On n'entend jamais ça. Donc ça, faut aussi mettre ça de côté. C'est ça aussi, c'est une mauvaise habitude qu'on a pris d'accepter ce statut, on va dire, exclusif pour l'homme noir. Ça, faut arrêter Barakallahu fik. Soleiman, ils ont demandé que tu finisses un peu vite fait l'histoire sur la Mecque et les musulmans et les chrétiens d'Abyssinie. Donc, par la suite, quand les Perses sont venus, et parce que la meilleure façon, comment dire, de gagner une terre, justement, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en général, tu vois, quand il y a des conquêtes qui cherchent à diaboliser, Mhm. et ensuite, tout ce qui est, qui est de ton en esclavage, et c'est ça qui se fait.
s'est passé. C'est-à-dire que quand les Perses, ils ont chassé ils ont chassé les Noirs à l'aide de Mustafa Yéménite, ils ont chassé les Noirs, et après, ils ont dit aux Yéménites qui avaient un peu d'affinité avec les Noirs. Oh non, eux, ce sont des diables, ce sont des mauvais, ils voulaient vous faire ci, vous faire ça, etc. Donc, ça leur a donné des raisons, non seulement aux Perses de rester dans le Yémen, mais en plus de maltraiter tous les Noirs qui étaient capturés, c'est-à-dire tous les esclaves. Ils ont pris tous les Noirs à cette époque-là. C'est là que vraiment l'esclavage des Noirs a durement commencé. À cette époque-là, ils ont pris tous les Noirs qu'ils avaient attrapés et puis ils les ont vendus en esclavage dans toute l'Arabie jusqu'en Perse, etc. Donc c'est comme ça que beaucoup de Noirs à cette époque-là, ils se sont, ils ont été esclaves en Arabie et justement, pour il y avait des personnes, c'est-à-dire les partisans, les koufars, les mouchriquins, les partisans, justement, eux qui maltraitaient ces Noirs-là parce que ils avaient la l'aide et c'était cautionné par les Perses, qui étaient une grande puissance à l'approche de Barakallahu fik, akhi. Quel siècle? Ça, l'histoire que le frère il mentionne là, c'était quelques années avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire que si vous allez dans l'explication de Surat al-Fil, dans le tafsir de Surat al-Fil, vous allez retrouver ces histoires-là qui sont mentionnées. Parce que quand Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jalla a fait envers les gens de l'éléphant? Les gens de l'éléphant, donc, c'était l'histoire que le frère vient de mentionner, c'est les gens qui ont voulu attaquer la Kaaba, etc. Et le frère, il mentionne l'histoire de toute façon dans son livre, là vous pourrez avoir. Alors, je pense que on a fait le tour de toutes les questions. Et Suleiman, t'as prévu une suite? T'as prévu une suite, Inch'Allah, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Sans rentrer dans les détails, mais la suite de ce livre-là. L'identité du musulman noir, ça demande non pas un livre, mais beaucoup de livres en français pour nous. Parce qu'en arabe, dans d'autres langues, il y a beaucoup de livres, mais en français, il y a un gros manque, il y a comme je dis, un grand trou dans les rayons de et ça demande beaucoup de personnes qui recherchent et qui écrivent des choses sur ce sujet-là. Moi, le livre 1504, il s'est arrêté à la date 1504, c'est-à-dire à la création justement de l'État musulman qui s'est levé au Soudan. Après, il y a non seulement après il y a une suite, c'est-à-dire de 1504 jusqu'à aujourd'hui, il y a une suite. Et donc si Allah me permet, tu vois, j'écrirai encore quoi. Bon, donc après, si les gens ils aiment bien ma plume, on continuera pour les gens, sinon on continuera en cercle privé. Donc voilà quoi. Mais Inch'Allah, on va persévérer. Il y a une très bonne question. Plusieurs personnes la demandent depuis tout à l'heure. C'est quoi les sources sur lesquelles tu t'es appuyé? Alors, premièrement, le Coran et ses tafsirs. Premièrement, le Coran et ses tafsirs. Deuxièmement, en parlant des récits, ici, on reste pour l'instant au récit islamique, c'est-à-dire le Coran et ses tafsirs. Après, deuxièmement, faut savoir qu'il y a, toutes les sources, je les ai mis dans mon livre. Et ce livre-là, il y a eu, Ibn Jawzi, par exemple, et le As-Sayuti, comme le frère il a cité précédemment, ces deux imams-là, ces deux grands mashayikh-là, ils ont fait le même livre, c'est-à-dire des livres sur les mêmes.
il y a les références, Inch'Allah, donc, ils ont fait des livres sur le même sujet. Et la raison de, comment dire, la cause de l'écrit, par exemple, de Ibn Jawzi, c'était, comme il dit, c'est que il y a eu des Noirs qui sont venus le voir et qui sentaient que ces Noirs-là, ils étaient, comment dire, ils étaient tristes parce que ils sentaient justement ce sentiment de mépris envers de la part des autres musulmans et leur cœur était abattu souvent parce que le fait qu'ils soient noirs, ils étaient considérés un peu comme plus, plus méprisés. Donc c'est à partir SUT, il était noir? As-Sayyuti, non, je pense pas qu'il était noir. Allahu alam. As-Sayyut, Allahu alam. Non, Allahu alam. D'accord. Souti, Allah alam, j'ai pas vu qu'il était noir. Par contre, j'ai vu que Muslim, là, il y a Khilaf, hein. Muslim, j'ai été choqué de ça. Non, Muslim. Souti, je sais pas. D'accord. Le Shakar Muslim, ouais. Après, D'accord. comme il a dit le frère Ibn Jawzi, franchement, il a fait Tanwir al-Khabash fi Fadl al-Soudan wal Habbash. Ouais, c'est celui-là, ce livre-là, qu'il a fait Ibn al-Jawzi, il est très très bon. Au fait, il a ramené vraiment, déjà, il a donné beaucoup d'exemples de Sahaba qui étaient noirs, et il a aussi ramené des ahadiths qui peuvent étonner beaucoup de personnes sur le mérite du peuple noir. Le frère me l'a envoyé là, je vais commencer à le lire, Inch'Allah. Donc, en tout cas, barakallahu fik, et frère. Après, juste pour dire par rapport c'est pour ça que c'est bien qu'on fouille un peu dans l'histoire, même par rapport à la pensée que les Romains ils avaient, la pensée négative que les Romains ils avaient envers les Noirs. Ça, c'était vraiment tardivement, mais avant, même dans la mythologie grecque, ils avaient des héros ou entre guillemets, des fausses divinités qui étaient noirs. Hein. Ça, peut-être pas beaucoup de gens le savent. Mais par exemple, Andromède, c'était par rapport à la beauté de la femme noire. Il y avait Delphos, il y a Céphée, il y a Persée, il y a Mémon, il y a Circé, Cybèle, il y en a plein. Hein. Il y en a plein que à la base, il est considéré comme des fausses divinités. En fait, ils sont inspirés de personnes cultes, noires, mais ils en ont fait des fausses divinités. Et c'était des personnes qui étaient noires. Et ça, c'était dans la civilisation gréco-romaine. Mashallah, barakallahu fikum. Et mais justement, vu que vous êtes présents, vu qu'on a du mal à savoir, on devait faire des réunions depuis longtemps, profitons que les gens soient là. Comme ça, on va prendre des engagements. Et justement, le travail que le frère il a fait, mashallah, le frère il a mis le pied à l'étrier. Il a mis le pied à l'étrier. Il nous a devancé, machallah, que la récompense. Il a écrit ce livre. Maintenant, on voit que nos frères, que ce soit les Ottomans, que ce soit nos frères arabes, que ce soit nos frères amazirs, que ce soit nos frères maghrébins, etc., ils ont énormément d'avance sur nous dans le fait que ils mettent en avant leur histoire et c'est tout à leur honneur. Donc, le frère, machallah, il nous a mis le pied à l'étrier. Il a commencé par ce livre. Maintenant, Inch'Allah, comment encore plus évoluer dans ce sens? Parce que on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, la communauté musulmane, à la base, on est la communauté du savoir, de la lecture. Il a commencé par Iqara, lit. Mais bon, maintenant, on ne lit plus beaucoup. Donc, il faut diversifier les formats par lesquels on fait la da'wah et notamment aussi par les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer dans le but autre que le livre, dans le but de promouvoir ces hommes de l'ombre, comme le frère l'a appelé dans son livre. Qu'est-ce qu'on peut promouvoir? Parce qu'il y a des gens qui, des vidéos, une émission qui serait, je sais pas moi, une émission mensuelle ou quelque chose de concret.
Euh, Voilà, la chaîne YouTube, c'est quand? Parce que moi, j'avais dit qu'on allait mettre en place une chaîne YouTube. bah, Je m'étais avancé. bismillah, en fait, là, on peut J'avais dit qu'on allait mettre en place une chaîne YouTube. YouTube et qu'on allait l'appeler la place de l'homme noir dans l'islam. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on avait du mal à se trouver. En plus, et malheureusement, le frère au Soudan, il n'y avait plus de réseau et tout ça. Ouais, Donc, bah, qu'est-ce que vous comme tu dis, proposez? il faut qu'on se mette en place, quoi. Bon, juste, bon, alhamdoulilah, là, le réseau, il est opérationnel. Donc, on peut penser à ça. Et, mais justement, faire un truc YouTube et justement parler de certains sujets que les gens, ils aimeraient qu'on développe plus, Mhm, quelque chose comme une fois par semaine ou deux ou comme ça. mhm. Moi, je pensais peut-être à une émission, une émission, je sais pas, peut-être en direct ou la faire, où on prendrait un personnage précis, on parlerait de ce personnage, ce serait pas mal. Je sais pas. Un sahabi, un sahabi. Pas forcément quelqu'un qui, un sahabi ou quelqu'un de l'ombre, quelqu'un, un personnage qu'on découvrirait, et même des gens contemporains. Parce que parfois aussi, il y a des gens contemporains qui peuvent nous inspirer. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. et je voudrais vous dire que même parfois des contemporains, même parfois qui sont pas musulmans, qui peuvent nous interpeller et nous inspirer sur certaines facettes de ce qu'ils ont fait. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai découvert une personne, je le connaissais pas. Il s'appelait Mehdi Ben Barka. Je l'ai connu en suivant une vidéo de Kémy Seba. Et c'était voilà, quelqu'un qui était opposant, etc. Quelqu'un, subhanallah, il a été opposant, on va dire, au système en place au Maroc. Et il a été tué, il est disparu il y a 55 ans en France. Et son histoire, c'est l'histoire judiciaire qui a duré plus longtemps en France parce qu'il a jamais été retrouvé. Bon, on soupçonne les services secrets français de l'avoir fait disparaître. Mais bon, j'ai découvert son histoire. Je me suis dit, ce serait bien parfois voilà, de faire découvrir aux gens des personnalités en allant chercher dans les textes, que ce soit des personnalités contemporaines ou des personnalités qui soient anciennes, sur lesquelles on peut s'inspirer de facettes de leur vie. Après, quand c'est un musulman, c'est encore mieux. Et Ouais, il y voilà. en a plein, même du côté musulman, même du côté musulman, que ce soit dans l'apport économique, Voilà, exactement. l'apport économique. Il y a des grandes femmes il y a des grandes femmes de l'islam noir qui ont participé même à combattre en même temps l'impérialisme colonial et en même temps de propager l'islam. Il y en a, hein, des Voilà. savantes noires musulmanes. Il y en a. Voilà, ben voilà. Il y a par exemple, même par exemple en Égypte, il y avait un moufti qui s'appelait Jabarti que lui c'était il enseignait les sciences religieuses, mais Mhm. en même temps il a stoppé ses études religieuses pour pouvoir améliorer la situation de vie des gens. Et il a fait partie de ceux qui ont inventé des canalisations d'égouts dont même la France, l'Europe s'est inspirée de lui. Hein. Voilà, Il y a ben, des personnes comme ça, des grandes personnes comme ça qu'on ne connaît pas réellement. voilà, ben moi je pense que, je sais pas moi, je pensais à un format comme ça, que ce soit en live ou sur Zoom ou je sais pas, et un format, on pourrait le faire, je pense qu'hebdomadairement ce sera compliqué, mais mensuellement ce serait bien, une fois par mois, avec un personnage bien précis dont on parle les mérites de ce personnage, etc. Donc les frères et sœurs en commentaire, dites-nous pour vous si ça ce serait bien. Le fait de faire des lives mensuels où on commencerait par les hommes noirs. Après, on n'est pas obligé de rester précisément sur les hommes noirs parce qu'on va pas entrer dans le nez. On pourrait commencer par les hommes noirs parce que c'est le but. Et puis après, on va dire s'ouvrir à d'autres personnalités. Moi, je pense que ce serait quelque chose de pas mal, d'intéressant. Non, mais de toute façon, même si on reste précis sur le peuple noir, et si
si on a des savants qui ont fait des livres sur les peuples noirs, pourquoi nous on ne le ferait pas? Mm. Pourquoi on ne s'intéresserait pas à ce sujet? Tu vois, à un moment, il faut qu'on se décomplexe, tu vois. De temps en temps, parce que nous, on sait que si on commence à faire ça, on va nous traiter de Black Panther ou je sais pas Ouais, quoi. ouais, ouais. Non, moi, c'est pas dans ce Le sens-là. Ah, jalousie. ouh. Moi, je suis tellement décomplexé par rapport à ça. Non, c'est juste parce que parfois, tu as d'autres personnalités aussi qui peuvent t'inspirer et qui vont pas être noires. Donc, je pense que c'est Ouais, juste dans ce après, sens-là, ouais. c'est vrai qu'après, c'est vrai que il y a pas, on va dire que, moi, je considère que les traces du patrimoine qui montrent l'universalisme de l'islam, on l'a pas assez exploité, Mhm. malheureusement. Mhm. On l'a pas assez exploité. Et c'est vrai que ce serait intéressant de justement montrer que chaque peuple il a sa place et que chaque peuple il a mis la pierre à l'édifice Mhm. au service de l'islam. Et ça serait intéressant de le faire. Mhm. C'est vrai. Donc, voilà, si vous êtes partant pour ça, pour ce format, frère Suleiman, partant pour ce format. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, Bismillah, je pense Inch'Allah, on va essayer de se mettre en place, comme ça, Après, qu'est-ce on que essaie de ça. après les besoins de concernant le peuple noir, tu penses les besoins actuels là par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe, quel problème prioritaire on devrait régler ou on devrait mettre en avant? Dirigez vers moi la question vers Suleiman. Comment? C'est quoi la question? Je, dis- je disais par rapport à l'actualité, le problème qui se passe chez le peuple noir et particulièrement chez le peuple musulman, c'est quel problème qu'on devrait diagnostiquer en priorité et chercher une solution en priorité. Euh, ouais, je pense que premièrement, c'est justement des représentations des, avoir une identité déjà, une identité, connaître sa place, ce que Allah il désire de nous dans cette comment dire dans cette pour cette religion. Premièrement, il y a des grands piliers de la comment dire de l'islam qui furent noirs. Euh, donc cela c'est vraiment des grands frères, des grands savants, des grands penseurs, des grands combattants pour la cause noire. Donc c'est cela que je pense que faut mettre principalement faut commencer par ces gens-là. Moi, je Voilà. pense, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout d'abord la désarabisation. Il faut désarabiser les gens et l'éducation, l'enseignement, le fait de connaître son histoire. Moi, je pense que c'est le parcours que j'ai fait. J'ai essayé de me désarabiser parce que malheureusement, quand tu rentres dans le minhaj, bon, les gens ils vont dire que je les attaque souvent, mais bon, c'est voilà, hein, quand tu rentres dans le minhaj des pseudo-salafis, tu t'arabises énormément. Et moi, j'ai beaucoup de frères que j'aime beaucoup, mais des frères noirs qui sont très arabisés. Ils vivent arabe, mangent arabe, tout chez eux c'est arabe, alors que s'islamiser, ça va pas dire forcément s'arabiser. Et j'ai rien contre les arabes, je parle arabe et je vis dans un pays où il y a beaucoup d'arabes, je parle arabe à mes enfants, etc. J'ai vécu dans beaucoup de pays arabes, mais j'ai vu que ça, on n'est pas seulement parti chercher l'apprentissage des sciences quand on est parti dans les pays arabes, on s'est beaucoup on s'est beaucoup arabisé et on a beaucoup délaissé nos cultures. T'as des frères, ils veulent plus faire la hijra dans les pays d'Afrique noire, et ils veulent plus se marier avec des femmes de chez eux, etc. Parce qu'ils se sont beaucoup arabisés. Donc, faut que les gens ils comprennent que l'islam, c'est pas forcément être arabe ou vouloir tout faire comme un arabe. Faut désarabiser les gens. Et ensuite, il faut qu'on commence à apprendre. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, t'as les Soninké, qui sont des grands hommes qui ont aidé l'islam à se promouvoir dans leur continent. Tu vas leur demander qui est telle personne, ils vont pas savoir. Même moi, je sais pas comment l'islam il est arrivé dans tel endroit, comment l'islam est arrivé dans tel endroit. Et on n'a pas, tu sais, quand j'étais aux Émirats Arabes Unis,
quand j'étais au Koweït, quand tu vas en Arabie Saoudite, ils t'apprennent énormément l'amour de la patrie. Mais tu vas voir, ils ont pas ça, ils ont pas cet amour de la patrie, l'amour de leur culture. Et on se rend pas compte que ça, au final, ça nous dessert plus qu'autre chose. Moi, je me dis, subhanallah, mais ma mère, elle devait se tirer les cheveux quand elle m'a vu que je me suis converti à l'islam. C'est-à-dire, tu changes de religion. Donc, pour tes parents, ils se disent, ton fils, il a embrassé la religion des Arabes. Mais en plus de changer de religion, tu changes ton mode de vie total. Tu changes totalement ton mode de vie. Et on se rend pas compte de la perception que ça a pour les autres. Tu changes ton prénom. Moi, par exemple, si je reviens en arrière aujourd'hui, je l'ai dit dans une vidéo. Si je revenais en arrière, je change pas de prénom. Parce que changer de prénom, c'est pas automatique quand tu rentres dans l'islam. Si ton prénom n'a pas une mauvaise connotation. Et ça a touché mes parents. Ça touche tes parents que, des fois, des frères, ils viennent pour manger chez toi. T'as un prénom. Et tu rentres dans l'islam, ton prénom, il a aucune mauvaise connotation, tu vas changer de prénom. Et les plus prédécesseurs, ils disaient quoi? Ils disaient que rendre triste tes parents, le fait de rentrer la tristesse dans leur cœur, c'est de l'ingratitude envers tes parents. Ça fait partie des grands péchés. Rentrer la tristesse dans le cœur de tes parents. Changer de prénom, c'est pas automatique. Ton prénom, il n'a pas de mauvaise connotation. Garde le prénom que tes parents t'ont donné. Et on se rend pas compte qu'avec ces comportements-là, on a fait fuir beaucoup de gens de l'islam. Nos parents, ils veulent pas rentrer dans l'islam parce qu'ils se disent, si je rentre dans l'islam, je vais être obligé de changer de nom. Si je rentre dans l'islam, je vais être obligé, chez moi, tu vois, l'autre, il est habitué chez lui, je sais pas moi, il vivait à l'africaine chez lui, etc. Afrique noire, il a tout changé. Donc il faut faire comprendre aux gens que l'islam, elle n'est pas venue pour t'imposer l'arabisation. Tu peux garder ta culture. Tu peux garder ta manière de vivre, ta manière de faire, ta manière de voir les choses, tant que ça ne va pas en contradiction avec la religion. Le prophète, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous dit quoi? Il nous dit, wa'mur bil ma'ruf. Allah Azza wa Jalla, il dit, et ordonne le ma'ruf, ça vient du mot urf en arabe, et le urf en arabe, c'est ce qui est connu dans la culture du pays dans lequel tu vis. La culture du pays dans lequel tu vis, elle est importante. Donc ça, moi, c'est ça, tu vois, la désarabisation et le fait que les gens, ils prennent vraiment conscience que ta culture, ta langue maternelle, la langue de tes parents, etc., s'inscrire dans le combat panafricain, etc., toutes ces choses, c'est pas des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Donc, il faut qu'on soit les premiers. Surtout que dans le Coran, il y a plus de 30 mots qui sont d'origine abyssine, hein, et ça, c'est des savants qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais, Il y a des choses comme ça. Mais après, je pense que le fait que déjà chaque musulman du pays où il vient, parce que généralement en Afrique, il n'y a pas un pays où il n'y a pas une partie musulmane, même si elle est minime. Alors, même si elle est minime, dans chaque pays africain, moi je suis en train de chercher, je vois pas un pays africain où il n'y a pas l'islam qui est rentré. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est important que si l'Africain qui vient d'un pays, même s'il est la minorité musulmane, qui s'intéresse même à savoir comment l'islam est rentré dans son pays, qui puisse en parler, quels sont les acteurs qu'on fait rentrer l'islam dans son pays, parce que déjà, quand tu veux propager l'islam quelque part, tu dois savoir quel code il y a dans ce pays, tu dois savoir, voilà. Et je pense que chacun il a sa responsabilité vis-à-vis de ça, le fait d'être un ambassadeur de l'islam, et chacun il peut s'identifier par rapport aux personnes qui sont rentrées dans son pays, qui ont propagé l'islam, pour pouvoir, ça peut être déjà un point de départ pour lui aussi être un acteur de l'islam. C'est comme tout à l'heure quand on parlait du Congo, il y avait des gens qui étaient étonnés quand je disais que, par exemple, l'islam il est rentré au Congo avant le christianisme. Il y avait un État islamique au Congo. Il y avait un État islamique et pas beaucoup de gens ne le savent. Et ça, c'est dommage. Et donc ça, c'est ce genre de choses qui permettrait justement même quand on discute avec ta famille ou avec des familles qui peut-être, voilà, t'es reconverti, le fait que déjà toi, tu puisses parler de quelque chose qui est historique venant de chez toi, déjà, ça enlève le fait que tu ramènes quelque chose qui est pas de chez nous. Ça coupe. Tu dis, mais non, il y a des musulmans. On reprend tout de suite, Inch'Allah, pour la dernière partie. Ça coupe.